Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire qui va vous parler du projet de Hummingbirds. C'est trop bien, vous êtes déjà super nombreux, donc ça prouve que le sujet vous intéresse bien, c'est chouette, on est très contents. On va patienter quelques minutes parce que bon, même si on ne fait pas le quart d'heure montpelliérien, il y a quand même toujours des personnes qui se connectent dans les 2-3 minutes qui suivent. Je vois que ça augmente pas mal, donc vous êtes les bienvenus. On est très contents de vous voir ce soir parce qu'on va vous parler d'un super projet qui change, qu'on propose pour la première fois sur Enerfip. Et vous allez voir, c'est vraiment intéressant. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, enfin qui ne nous connaissent pas, qui n'ont jamais fait de webinaire, parce que j'imagine que vous nous connaissez quand même un minimum. Pour ceux qui n'ont jamais fait de webinaire, c'est un outil un peu particulier que vous avez sous les yeux, c'est-à-dire que vous nous voyez, vous nous entendez, heureusement. Par contre, nous, on ne vous entend pas et on ne vous voit pas. Et ça, c'est extrêmement perturbant parce qu'on n'est pas très, voilà, c'est pas dans l'ordre des choses. Ce qui fait qu'on ne sait pas si vous êtes là, parce que vous êtes tous partis. Bon, on pense que vous êtes là, mais on espère. Sur la droite de votre écran, vous avez la possibilité de poser des questions. Et donc, n'hésitez pas à cliquer là. Bonjour Isabelle, bonsoir. Donc voilà, ça marche très bien. La preuve, vous pouvez tout à fait poser vos questions à cet endroit-là. Si elles sont bien sur la discussion le moment, on les posera probablement un peu au cours de la présentation. Ça rendra les choses plus sympas pour vous. Et puis, si c'est pas tout à fait sur le moment, on y répondra après. Donc voilà, n'hésitez pas à poser vos questions. Ce qui est sympa aussi, c'est que vous avez une petite flèche avec un zéro à côté pour le moment sur les messages que vous avez laissés. Vous pouvez voter pour les questions qui vous intéressent. C'est-à-dire que même si ce n'est pas vous qui avez posé la question est peut-être intéressante. Vous pouvez donc voter sur les questions. Ça permet de remonter, de vous assurer, et si vraiment il y a eu beaucoup de votes, on vous assure d'y répondre, voilà, de les prendre en considération. Voilà. Donc, encore une fois, vous êtes bien sur la présentation d'Enerfip et Hummingbirds et on ne vous voit pas, on ne vous entend pas. Donc, allez-y, lâchez-vous sur les questions. Et sur cet endroit, on est super content de vous présenter ce projet. Bon, écoutez, je pense que les gens sont arrivés et puis les retardataires, ils prendront les choses en route s'il y a besoin. Quoi qu'il arrive, il y aura un replay disponible, donc tout le monde pourra tout entendre. Alors, je vous présente déjà les intervenants. Il y a par ici Anaïs, qui est la directrice générale d'Hummingbirds, voilà, Bonjour à qui va tous. nous parler de son super projet. Salut. Vous avez ici Maëva aussi, que vous connaissez peut-être, qui s'occupe chez Enerfip du projet Hummingbirds, qui va Bonjour à pouvoir vous tous. répondre à toutes les questions bizarres. Allez-y, essayez de la coincer. Et puis moi, vous me connaissez aussi, je m'occupe des investisseurs, voilà, souvent au téléphone ou par mail. Bon, maintenant un peu moins parce qu'on est plus nombreuses, mais voilà, je m'occupe de tout ce qui a trait à la relation avec vous. Voilà, donc on va vous présenter. Si vous êtes d'accord, on commence tout de suite. N'oubliez pas les questions sur la droite, au fil de l'eau, comme elles vous viennent. On fera le tri et on les posera au fur et à mesure. Je vous propose de parler d'abord de Hummingbirds parce que c'est pour ça que vous êtes là et c'est un projet qui est vraiment différent, qui a un objectif vraiment sympa. Donc, on va essayer de rentrer un peu dans le détail. On va y passer un peu de temps pour vous expliquer ce qu'ils font. Anaïs est cofondatrice, donc elle va pouvoir vraiment vous raconter tout ça en détail. On va vous dire pourquoi cette collecte, c'est, je pense, assez important de le comprendre. Et puis, vous parler de la collecte en elle-même, évidemment, et puis de comment investir, même si certains de vous le savent déjà. Et à la fin, on fera un temps de questions-réponses. L'objectif, il est 18 heures là. L'objectif, c'est que ça dure environ 45 minutes. Voilà, donc on va essayer de faire pas trop long. Voilà, je laisse Anaïs prendre le relais pour nous expliquer ce Merci qu'est beaucoup, Hummingbirds. Pauline. Avec plaisir.
Eh bien, je suis ravie de vous accueillir pour vous présenter, Hummingbirds et le projet Paparico aujourd'hui, qui sera ouvert à la collecte à partir de demain. Je m'appelle Anaïs Bach, je suis directrice générale et cofondatrice de Hummingbirds. Je suis originaire de Nouvelle-Calédonie et je me dédie à l'impact depuis, très longtemps, via, tout ce que j'ai pu faire avant. Mais en tout cas, c'est vraiment, des choses assez fortes qu'on porte dans nos valeurs dans cette, compagnie. Donc pour vous expliquer un petit peu ce que fait Hummingbirds, en fait, on fait du développement de projets, des projets qu'on appelle solutions fondées sur la nature ou nature-based solutions en anglais. Souvent, ça sonne mieux en anglais. Mais c'est des projets qui ont 3 vocations principales. La première, ça va être la lutte contre le changement climatique et donc principalement les gaz à effet de serre, donc les éviter ou les séquestrer, les réduire. Le deuxième volet, ça va être la lutte contre la perte de biodiversité. Et le troisième volet qui est important, c'est aussi la lutte contre la pauvreté et donc d'apporter de l'économie localement via nos projets pour apporter des alternatives et donc de l'activité. Il existe bien d'autres co-bénéfices à nos projets qui sont importants, un petit peu moins médiatisés parfois, mais c'est vrai que dans le design et la gestion de nos projets, on met vraiment comme sujets centraux tout ce qui va être la gestion de la ressource en eau, la sécurité alimentaire, l'éducation, la santé, l'érosion des sols. Enfin, c'est vraiment des facettes multiples qui sont très, très importants dans les sujets qui ne sont pas que du carbone. On a tendance à faire des raccourcis en disant c'est un projet carbone, mais le CO2, c'est un aspect bien sûr très important, mais ce n'est pas le seul. Voilà. Et le GIEC estime, pour vous donner un peu un ordre d'idée, que ces solutions fondées sur la nature peuvent fournir jusqu'à un tiers des solutions pour la mitigation et donc atteindre les objectifs à 2050 de réduction des émissions. Donc, c'est pas rien. Et quand on sait la difficulté qu'on a à réduire par ailleurs, à changer nos modes de vie et à s'adapter, eh bien, il y a un vrai potentiel ici à utiliser et à faire bien sûr en parallèle de tout le reste. Mais en tout cas, c'est vraiment important d'essayer d'optimiser et d'utiliser ce potentiel de captage de CO2. Donc pour vous illustrer un petit peu de façon un petit peu plus concrète ce que c'est que les nature-based solutions, on a décidé de vous présenter, enfin en tout cas de présenter notre activité sous 4 grands pôles. Donc on a un pôle forêt, forêt tropicale, forêt aussi tempérée, l'ensemble des forêts. On travaille sur des projets de boisement-reboisement, donc ça va être de la plantation classique, mais on travaille aussi et surtout beaucoup sur des projets de lutte contre la déforestation. On a cartographié les hotspots de biodiversité et les menaces et autant que faire se peut, c'est très bien de planter, mais c'est aussi important, voire plus, de protéger l'existant. Donc ça, c'est un de nos thématiques forts. On a un deuxième volet qui va être l'agriculture et l'agroforesterie. Donc ça va plutôt être sur les systèmes productifs et donc essayer de transformer les pratiques pour en faire des choses un peu plus régénératrices et pour que justement on puisse un petit peu renverser les pratiques qui ont érodé beaucoup les sols et donc émis énormément de carbone dans l'atmosphère dû au changement de l'usage des terres. Donc ça, c'est un volet important de notre activité. Et donc, je vais passer par le quatrième avant de revenir au plus important aujourd'hui, mais au foyer de cuisson amélioré, ça, c'est en fait transformer des méthodes de cuisson, donc en changeant des méthodes très traditionnelles avec 3 pierres par un four de cuisson amélioré qui, lui, va consommer beaucoup moins de bois ou de charbon et donc va réduire très fortement la pression sur les forêts. Et ça a aussi l'éco-bénéfice de faire gagner beaucoup de temps dans la journée des femmes qui sont en général en charge de la collecte et d'améliorer leur santé parce qu'elles vont respirer beaucoup moins de fumée. Et donc, le dernier pôle, qui est celui qui nous intéresse principalement dans le cadre du projet Paparico, c'est donc les zones humides et les écosystèmes côtiers. Donc aujourd'hui, on estime que on a à peu près 35% de ces écosystèmes qui ont disparu dans les 20 dernières années sur la planète. Donc c'est pas terrible. Et en fait, ces systèmes, enfin, on les connaît pas très bien en France métropolitaine parce que finalement il y en a pas en métropole. Ça va se développer principalement sur l'équateur, plus ou moins 30 degrés. Mais ces écosystèmes sont en fait finalement les plus riches en carbone aujourd'hui et donc offrent aussi des services écosystémiques très très importants qui sont assez méconnus mais de plus en plus connus, notamment par rapport à en fait leur rôle en termes de nurseries géantes qu'ils font pour toutes les espèces animales et aussi tout ce qui va être la ressource en poissons. Pour la biodiversité, c'est des véritables refuges. C'est un des derniers endroits au Bengale où on va retrouver le tigre d'ailleurs du Bengale, au Bangladesh pardon. Et enfin, il y a tout un rôle qui est
on en parle de plus en plus dans ces solutions fondées sur la nature, c'est quel est le rôle de la nature finalement dans ce qu'on peut économiser en coût d'infrastructure. Et en fait, c'est vraiment des barrières entre l'océan et la terre, et ils font vraiment un effet tampon. Et donc, ils vont protéger toute la partie terrestre, donc les cultures et les villages, de la montée des eaux, des vagues, des tsunamis, des tempêtes. Et en fait, si on enlève cette mangrove, on va avoir une érosion très, très forte, et donc des conséquences qui vont se chiffrer de façon très, très onéreuse et très vite. Donc, de la même façon qu'en reboisant, on peut éviter d'avoir des affaissements de falaises, des glissements de terrain, il y a vraiment des intérêts très, très forts sur la mangrove. Voilà. Donc, et peut-être juste pour vous illustrer les drivers de la disparition. Pourquoi est-ce qu'elles ont disparu aussi vite, ces mangroves? Il y a beaucoup qui ont été liés à la collecte de bois pour de la cuisson ou de la construction. Un autre volet important, c'est l'agriculture. Donc, du coup, on coupe les mangroves pour transformer ça en champs. Mais c'est vrai que les effets à long terme sont assez désastreux. Et un autre effet qui est presque pour un tiers et assez méconnu, finalement, c'est la culture de la crevette qui va, on va faire des bassins à crevettes à la place des anciennes mangroves. Et donc, c'est presque un tiers des mangroves ont aujourd'hui disparu au profit des crevettes. Et la demande mondiale n'est qu'en augmentation. Donc ça, c'est un petit peu inquiétant, mais voilà, c'est important d'en parler pour qu'il y ait aussi une prise de conscience à ce niveau-là. Voilà, donc concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Concrètement, on va financer des études, on va apporter de l'assistance technique et du support à projet. Donc, on va aller identifier des porteurs de projets et les aider à monter leurs études et leurs projets pour que derrière, ils puissent attirer du financement par des institutionnels ou même des entreprises qui voudraient financer des projets carbone. Voilà, donc c'était un peu long, mais c'était pour essayer de vous expliquer un peu d'où vient Hummingbird, ce qu'on fait. Et tout ça, ça n'existe que grâce à, bien sûr, une équipe très engagée, très agile, très professionnelle et de terrain, parce qu'en fait, on est 16 dans l'équipe et on a une petite moitié qui va être sur le terrain. On a ouvert depuis le début, c'était faisait vraiment partie de notre stratégie d'avoir des bureaux qui soient ouverts donc à Abidjan, à Nairobi, à Singapour, Sao Paulo et à Mexico. Et donc, ces gestionnaires de projets-là vont être à même d'être vraiment sur le terrain, de pouvoir aller voir les projets. Depuis Nairobi, on va en 5-6 heures sur la zone de Paparico. J'y suis moi-même allée au mois de mars. Et comme ça, on peut aller vraiment suivre au quotidien, apporter de l'assistance, s'assurer de la qualité et de la transparence qui est vraiment nécessaire pour que ce secteur puisse grandir. Donc, apporter vraiment tous ces éléments qui sont si importants. Pardon Anaïs, Paparico, c'est un village ou c'est une région? C'est quoi au Kenya, Paparico exactement? Paparico, c'est le nom du projet, qui veut dire en fait papillon en swahili. Qui est D'accord. du coup il y a beaucoup de papillons dans les mangroves et qui est aussi le nom de Vlinder, notre partenaire en autrichien. Mais en fait, D'accord. c'est plusieurs counties, plusieurs villages et plusieurs zones géographiques. On a à Grège, aujourd'hui, on a identifié un potentiel jusqu'à 3000 hectares. Les 300 premiers, là, ils sont sur 4 villages. D'accord, ok, merci. Pour les gens qui nous posent des questions sur la droite, on va les poser, hein, vous inquiétez pas, on les a vues. Merci et continuez, c'est chouette. Pardon. Voilà, non, mais c'était donc j'en finis avec l'équipe, la boîte, ce qu'on fait, nos valeurs. On est dans des démarches assez intègres. Je pense qu'on est vraiment très motivés pour apporter des projets à fort impact. On a aussi toute une démarche Bicorp qui est en cours. Donc ça, c'est un petit peu notre Ah, ADN c'est et nos chouette. valeurs. Et il y a Euh, Elena qui pose une question intéressante, Anaïs. Comment vous les choisissez, ces projets? Par exemple, pourquoi avoir choisi la mangrove du Kenya et ses 3000 hectares? Oui, c'est une bonne question. Alors, on a un pipe très large, hein, on voit beaucoup de choses passer. Et en fait, on a des critères assez organisés où en fait, on va aller regarder la qualité du partenaire, sa capacité de mettre en place le projet. Ensuite, on va regarder le pays, quel est son cadre carbone, est-ce qu'il est favorable ou non à l'investissement. On va regarder la stabilité politique du pays. On va regarder bien sûr la qualité de l'itinéraire technique. Donc, dans l'équipe, j'ai parlé des bureaux internationaux, mais je n'ai pas parlé de ce qui est aussi très important, c'est toute l'équipe de Paris. Donc, on a une équipe siège qui va être composée d'experts forestiers, carbone, biodiversité, impact, et puis aussi une équipe
finance, juridique. Et donc, en fait, via tout ce screening, on va aller regarder si l'itinéraire technique est solide, donc si c'est les bonnes espèces qu'on plante au bon endroit au bon moment. Et donc, via tous ces filtres, on va arriver à se faire une idée de si le projet est robuste. Et aussi, nous, on a décidé de se mettre sur un créneau qui est assez unique, qui est vraiment sur essayer de développer au maximum des nouveaux projets. Donc, on va aller venir sur des phases de faisabilité qui, en général, attirent pas beaucoup d'investisseurs. Les gens aiment bien les projets dérisqués. Donc là, il y a beaucoup de finances disponibles pour les projets dérisqués, mais pour les projets assez early stage, beaucoup moins. Et sur ce Early projet, stage, ça veut dire tôt dans le développement, en ouais, fait, hein, c'est ça. c'est D'accord. ça. Et pour celui-là, en fait, celui-là est déjà, donc ses études sont terminées. Par contre, on est sur les premiers hectares et là, c'est toujours un peu pareil, quoi. Il y a moins de monde pour les premiers que pour les suivants. Donc, nous, on a décidé de soutenir ce projet pour essayer de l'accélérer et de lui donner accès à des pools de financement beaucoup plus importants et qu'il arrive à ces 3000 hectares, ce sur quoi j'ai très peu de doutes. Je pense qu'ils vont y arriver très bien, mais c'est toujours le début qui est toujours un petit peu difficile, où il faut avoir la confiance du premier investisseur. Et dans ce cas-là, c'est nous, c'est vous, je l'espère aussi. Voilà. Merci. Et donc, du coup, on peut en parler peut-être un peu de ce Paparico. J'ai Ouais, donc présenté. attends, pardon, il y a une question d'Antoine qui est Ouais. intéressante et qui est encore générale, donc je me permets, avant qu'on rentre un peu plus dans le détail, la provenance de vos revenus. Est-ce que vous êtes soutenu par des établissements publics? Est-ce que ce sont des organismes internationaux, des privés? Enfin, voilà. Comment vous rémunérez? Non, aujourd'hui, on est financé par du privé, mais je vais en parler juste après. Donc, en fait, c'est des projets qui vont ensuite générer des crédits carbone et c'est la vente de ces crédits carbone qui va nous permettre à nous de développer une activité économique rentable et donc de rembourser nos prêteurs. Ok, merci. Alors, Passe à Paparico? allez, c'est parti. Allez, on y va. Donc, Paparico, c'est un projet de plantation de mangroves de 300 hectares au Kenya. Pour vous donner un ordre d'idée encore, 300 hectares, ça correspond à 186 000 tonnes sur la vie du projet, donc 25 ans. 186 000 tonnes, à quoi ça correspond? On a fait un petit calcul rapide pour, en France, un citoyen va émettre 10 tonnes par an. Donc, sur une espérance de vie de 80-85 ans, c'est à peu près 225 citoyens, leur impact sur leur vie. Voilà. Sur Paparico, on va planter 4 espèces de mangroves sur les 11 présentes au Kenya. Et donc, c'est ce que je disais, un projet qui est développé avec Vlinder, qui est un porteur de projet dédié, enfin spécialisé mangrove en Autriche, et une ONG locale pour toujours avoir quand même un ancrage fort, donc UMITA, qui fait le déploiement au quotidien de l'opération. Donc, ce projet va générer des crédits carbone. Pour avoir des crédits carbone, on s'enregistre sur un standard. Donc là, c'est le standard Verra, qui est le plus grand certificateur mondial aujourd'hui. Et en fait, il y a tout un processus assez complexe et encadré où on va aller enregistrer beaucoup de documentation sur le projet et derrière, on va avoir des audits avec des vérificateurs tiers qui vont ensuite, donc venir visiter le projet, envoyer toute la documentation au standard qui, à son tour, va faire la vérification et si elle est satisfaisante, on va avoir, sur notre registre, des crédits carbone qui vont être monétisables. On les vend en général à soit des entreprises, soit des particuliers qui souhaitent avoir une action de compensation ou de contribution volontaire. Donc, c'est vraiment sur des marchés qui vont être volontaires. On n'est pas dans de l'obligation, mais voilà, on a envie de faire un effort et de contribuer à une compensation. Donc, on va aller acheter ces tonnes. Elles se vendent, alors c'est assez variable parce qu'en fonction du type de crédit carbone, il y a des prix très variés, mais nous, on espère les vendre autour de 30 € la tonne. Et Et donc, c'est ces types pardon, mais c'est vraiment important ce sujet-là. Ces crédits carbone, quand tu dis que donc les prix sont variables, c'est que ça dépend de l'origine de ce crédit carbone. Et est-ce que le prix de chaque crédit carbone est variable? C'est-à-dire, il y a une bourse, non? Il y a quelque chose de fluctuant ou pas? Alors, en fait, ça va dépendre de la qualité du projet. Donc, typiquement, sur un projet de plantation, on a des prix plus élevés que sur un projet, par exemple, d'énergie renouvelable. Donc, il y a ces grandes familles de projets. Donc, déjà, nous, quand on est dans la famille d'NBS, on a un prix qui est déjà supérieur à 10 € garanti. Après, dans les différents types de projets, on va avoir des prix qui diffèrent en fonction de la qualité, mais notamment aussi des autres certifications.
Donc là, c'est ce qu'on voit juste en dessous de la carte du Kenya. On a 2 autres certifications supplémentaires qui vont venir certifier les co-bénéfices. Donc quel impact sur la communauté, quel impact sur la biodiversité et quels impacts sur les objectifs de développement durable des Nations unies. Donc tout ça rajoute de la valeur au crédit et donc du coup, on peut avoir une valeur beaucoup plus importante, dans des cas où les projets, ont tous ces autres co-bénéfices et ne font pas, par exemple, une plantation monoculture, où il y aurait très peu de co-bénéfices à côté. Donc ça rend le prix assez variable, mais on a quand même beaucoup de transparence sur le marché. Donc aujourd'hui, on est vraiment dans des prix de marché pour ce type de projets et de produits. D'accord. Donc en fait, là, vous plantez, la mangrove. Grâce à ces organismes, de certification, vous obtenez un tarif, de vos crédits carbone que vous vendez, su à des privés ou à des sociétés ou peu importe, à ce prix-là, c'est ça? Donc vous êtes sûr, il y a vraiment suffisamment de demandes? Vous êtes sûr de les vendre ces crédits carbone? Bah, la demande est très forte aujourd'hui, et après il y a différentes qualités de produits. Donc aujourd'hui, nous, notre première, no on aura nos premiers crédits en 2025. Donc en fait, on a, toute l'année prochaine pour, préparer nos ventes et pour sécuriser donc, ces ventes de crédit qui peuvent se faire soit au détail, soit en quantité plus importante. Donc D'accord, par ailleurs, nous, chez Hummingbirds, on a des contacts avec des gens qui sont intéressés par des portefeuilles, donc ils vont être intéressés par justement notre capacité à agréger plusieurs projets, de proposer plusieurs pays, plusieurs continents, plusieurs types de sous-jacents, plusieurs types de prix aussi. Et donc, voilà, pour un projet Cooksoft est beaucoup moins cher, de dire bon, on peut faire un panachage avec des projets très qualitatifs, où on va avoir des vrais co-bénéfices et tout ce côté aussi communautaire autour de la mangrove, et des projets qui coûtent un peu moins cher avec des crédits moins chers. Donc, aujourd'hui, c'est vraiment un marché de l'offre et de la demande qui est assez liquide et qui a, en fait une croissance assez forte. Le marché a doublé, de 2020 à 21, de 21 à 22. Donc il y a une demande assez forte qui est aussi, très, issue de tout ce qui va être, l'engagement dans les politiques climatiques des entreprises, et donc tous les engagements qui ont été pris se traduisent dans finalement, une demande forte sur, sur les crédits carbone. super. Bah, merci beaucoup pour, Maëva, tu vois d'autres questions, à poser sur ce sujet? Parce que je pense que ça on a bien poussé là, mais Ouais, je pense que c'était assez clair et assez complet. Ça merci. répond à Alors la on plupart des continue? questions. Ah OK, super. Alors on continue. Le projet a fort impact du coup. Ouais, c'est ça, et donc du coup, juste pour terminer, donc on a ces certifications qui sont donc multiples. On n'a pas que le carbone, on a aussi, les co-bénéfices et les objectifs de développement durable. Ça nous permet d'avoir une traçabilité et de pouvoir prouver que, on fait ce qu'on dit, on dit ce qu'on fait. Donc ça, c'est vraiment important pour la qualité du projet et pour aussi, donner la confiance des investisseurs et la transparence nécessaire à ce que, ce type de projet puisse vraiment se démultiplier et qu'il y en ait beaucoup plus, sur la planète. Et donc pour illustrer ça, on vous a mis quelques indicateurs, il y en a beaucoup plus, mais ça vous donne un ordre d'idée. Sur les impacts économiques, on va aller, regarder de façon assez pointue, tout ce qu'on va faire comme création d'emplois, comme formation, et donc toutes les nouvelles sources de revenus qui vont venir grâce à ce type de projet. Le financement qu'on lève aujourd'hui, c'est vraiment pour planter les 300 hectares, d'ici la fin de l'année ou sous 1 an, et le financement, il va servir à payer des salaires, à payer, des équipements, donc des brouettes, des pelles, des équipements de protection individuelle, et à payer, les nurseries, donc tout ce qui va être, la chaîne de production des plants. Donc voilà, c'est à ça que va servir votre argent. Les impacts sociaux, ils sont très forts sur la partie autonomisation des femmes. C'est vrai que c'est des sujets qui nous tiennent très à cœur chez Hummingbirds. On est, 2 tiers de femmes, qui sont très, finalement, affectées par le changement climatique, et donc le fait de pouvoir leur donner un revenu, de leur créer des emplois qui sont compatibles avec finalement, garder les enfants et la gestion du foyer, parce que c'est pas des emplois qui vont prendre 8 heures par jour, tous les jours de l'année, mais pour autant, ça leur génère un revenu qui est vraiment, transformatif pour elles. Et donc, voilà, donc nous, on s'est engagé à travers ce projet à ce que 50 des revenus du carbone soient laissés dans les communautés locales, et donc c'est quand même un parti pris assez fort pour justement mettre en avant, les bénéfices pour les populations, autour du projet.
Et le dernier volet, c'est la partie environnementale qui est plus évidente, mais donc c'est pour ça qu'on la met un peu moins en avant, mais bien sûr, elle est très forte. C'est le nombre d'arbres plantés, la gestion durable de la mangrove, la protection de, la ressource en pêche, la protection, aussi donc côtière et donc l'amélioration de la qualité, des sols, de l'air, de l'eau, tout cet ensemble qui est très, très lié et qui permet, du coup de pérenniser aussi, pour les populations, toute la partie, foncier et le terrain. Parce que quand l'eau avance et quand l'eau rentre dans les villages, c'est quand même assez stressant pour les gens qui y vivent et qui ont pas forcément, de zone de repli. Donc D'accord. voilà pour nos impacts. Parfait. Est-ce que tu peux nous dire, parce qu'il me semble pas que ce soit dans la slide d'après, là, peut-être que je dis une bêtise, du coup, peut-être qu'on en parlera après, mais pour quelle raison est-ce que vous faites du financement participatif en fait? Euh, Qu'est-ce que ça va vous apporter par rapport à un financement classique, je sais pas moi, bancaire ou institutionnel, par rapport au financement que vous avez habituellement? En fait, pour nous, c'est vraiment, très symbolique et on pense qu'il y a un pouvoir de démultiplication qui est énorme. Alors peut-être je fais une toute petite parenthèse, mais pour la petite histoire, hummingbirds veut dire donc colibri, avec un S, donc les colibris. Ça c'est une légende que vous avez sûrement entendu parler, surtout en France, on la connaît pas mal, mais un peu moins à l'étranger, qui vient de Wangari Maathai, au Kenya. En France, on la connaît plutôt grâce à Pierre Rabhi et donc c'est vraiment, cette image du colibri qui essaye d'atteindre un grand feu à coups de gouttes d'eau et qui finalement, en entraînant, l'ensemble de tous les animaux de la jungle, arrive, à générer un mouvement collectif très, très puissant. Et donc nous, petits colibris, je pense que c'est vraiment notre raison d'être, c'est ce qu'on a voulu pousser en avant, et donc on veut faire notre part humblement, et puis on veut, montrer qu'en fait, tous ensemble, on peut, on peut déplacer des montagnes et donc c'est vrai que c'est très symbolique pour nous de faire ce premier. En fait, jusqu'à présent, on a fait principalement du développement et des faisabilités, donc vraiment de la partie montage de dossier et celui-là, c'est de l'investissement parce qu'on plante et donc de faire ce premier projet, en faisant appel au financement participatif, c'est voilà, c'est une belle, c'est pour nous, c'est vraiment un beau message, du pouvoir du collectif et de ce qu'on peut faire tous ensemble et d'autant plus qu'aujourd'hui, je pense que la prise en compte, du sujet climat est quand même, là. Voilà, il y a plus grand monde qui n'est pas sensibilisé. Après on réagit différemment en fonction de plein de choses. Mais, ce qui est dur, c'est le passage à l'action. Parce que ça veut dire changer nos façons de faire, nos habitudes, ça veut dire beaucoup de transformations qu'on n'est pas forcément prêt à faire. Et ça, c'est un projet qui vous permet de passer à l'action et finalement, qui utiliser l'épargne des particuliers pour, des projets qui font du sens pour le climat et le fait de le faire, non intermédié, nous, en direct avec des citoyens, ça nous paraît très, très porteur d'espoir et vraiment, voilà, d'arriver à faire donc ce premier financement de projet, de solutions fondées sur la nature avec Enerfip, on est vraiment très heureux et on espère que ça va cartonner demain. On compte sur vous et puis, c'est peut-être le premier de plein d'autres à venir, l'histoire nous le dira. Mais en tout cas, il y a vraiment un potentiel très fort de développer ce type de projet, qui ont une rentabilité, mais qui aujourd'hui manquent de financement. Voilà. Parfait. Merci beaucoup. On peut en profiter pour passer sur la collecte en elle-même, si ça vous convient. Si ça vous va, on vous laisse continuer à poser les questions. Si vous avez encore des questions sur les crédits carbone ou sur Hummingbirds ou sur Paparico, n'hésitez pas à les poser, on y reviendra à la fin. On essaiera de répondre à tout. Vas-y, Maëva. Alors, comme Anaïs l'a expliqué déjà, donc cette collecte a pour objectif 1 million d'euros. C'est ce qu'on va aller chercher, sachant que on a fixé un seuil de réussite à 450 000 euros. Donc le seuil de réussite, comme vous le savez peut-être, c'est le seuil qui nous permettra de déclarer la collecte comme réussie. Dès qu'on aura atteint 450 000 euros, la collecte sera réussie, même si on vise bien entendu 1 million d'euros. Les titres qu'on propose sont des obligations simples, hein, donc dans les prochaines slides, on pourra voir un petit peu de détails là-dessus. Le taux qui sera proposé sera de 8,5. Et puis la durée et la maturité de ces obligations sera de 3 ans. Ce qui est prévu, c'est que le paiement des intérêts soit annuel. Tous les ans, à date anniversaire, vous aurez ces intérêts donc à hauteur de
d'un taux de 8,5%. Le remboursement du capital, alors c'est un petit peu particulier sur ce projet. Ce qui est prévu dans la documentation, c'est que les obligations seront remboursées de manière annuelle en fonction des flux de trésorerie nets qui seront disponibles pour le projet. En pratique, il y a de fortes chances pour que le remboursement du capital se fasse in fine, donc au bout des 3 ans. Okay. Anaïs, il faut que tu fermes la question auquel tu es en train de répondre en direct pour qu'on puisse revoir l'écran, si ça ne te dérange pas. C'est moi qui fais des bêtises, pardon. J'arrête pas l'enlever. Pour continuer, ce qui est intéressant, ce qu'il faut savoir, c'est que le rang de ces obligations simples sera senior. Donc, ce qui signifie concrètement que le remboursement sera de premier rang, hein, du capital et des intérêts. On passerait après d'autres financements qui pourraient être mis en place. Et puis, dans les avantages, je ne vais pas refaire tout le détail. Anaïs a déjà pas mal développé tout ce qui est préservation de l'habitat et bénéfices environnementaux et sociaux. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un nantissement qui est mis en place, donc c'est une sûreté. On va venir nantir les titres de la société émettrice qui est Hummingbird Blue Carbon. Voilà. Alors, est-ce que tu peux rappeler en 2 phrases le nantissement, juste pour ceux qui ne sont pas des experts financiers, comme moi, par exemple. Le nantissement, donc en cas de défaut du projet, dans le cas où Hummingbird ne serait pas en mesure de rembourser le capital, les titres seront transférés, si je puis dire, aux obligataires. Donc, les obligataires deviendront propriétaires des titres de la société Blue Carbon, la société émettrice. Alors après, on peut imaginer plusieurs cas, mais en tout cas, les obligataires seront propriétaires, et puis on peut imaginer une vente d'actifs, par exemple, une vente de ces titres. Voilà. C'est un mécanisme derrière, donc on étudie la solidité de la société, sa valeur, et c'est ça qui donne en fait une sûreté derrière, justement, derrière ce nantissement. Ok. Il y a Isabelle qui pose une question toute simple, mais que plein de gens doivent se poser. Pourquoi un taux aussi élevé? Est-ce que le risque est supérieur à d'habitude? Puisque c'est vrai que les collectes à 8,5 sur la plateforme, on n'en a pas tant que ça. Effectivement, c'est la première collecte qu'on a chez Enerfip avec un taux à 8,5. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est la rémunération du risque pays d'abord. Mais alors, même si l'émetteur est en France, donc ce qui sécurise grandement quand même ce projet, c'est un projet, comme l'a expliqué Anaïs, qui est situé au Kenya, donc il y a un risque pays. Et puis, c'est aussi la nouveauté. C'est des choses qu'on connaît moins et qu'on appréhende moins sur la plateforme, que vous connaissez moins. Donc, c'est la rémunération de ce risque-là. Voilà. Il faut savoir aussi que les crédits carbone, c'est une nouveauté. Donc, le marché, comme on l'a expliqué, et comme vous l'avez bien compris, est un peu moins connu et un peu moins mature que ce qu'on peut voir sur d'autres types de projets. Donc, c'est pour ça. Parfait, merci. Anaïs, la réponse en direct est toujours ouverte. Oui, mais j'arrive pas à la fermer. Je suis vraiment désolée. Je suis néophyte. Je ne sais pas comment je fais là. Hop. Ah bah voilà, c'est parti. Ah bah voilà, parfait. J'ai pas répondu du coup, mais c'est pas grave. Super. Et ben c'est parfait. Donc pour la collecte, je pense que c'est assez clair. On passe à Enerfip en quelques mots. Je pense que beaucoup d'entre vous nous connaissent bien, mais juste pour rappel pour les nouveaux arrivants. Alors, aujourd'hui, chez Enerfip, donc depuis 2015, on a financé un peu plus de 300 projets. Vous en avez certainement vu passer pas mal. Ça représente plus de 330 millions d'euros collectés. On a passé les 330 millions il y a très peu de temps. Donc voilà, ça augmente très vite. On a un peu plus de 40 000 membres aujourd'hui, et puis on est 32 collaborateurs répartis en France et en Espagne. Voilà. Et oui, on a ouvert Enerfip Espagne il n'y a pas très longtemps. Ouais, alors, bah oui, c'est une bonne question. Les obligations, on en voit passer souvent sur la plateforme, mais finalement, c'est quoi? Alors, là, on est dans le cadre d'une obligation simple, donc c'est différent de l'obligation qui peut être convertible en action. Une obligation simple, c'est une forme de dette, c'est-à-dire que vous allez prêter à la société émettrice, ici Hummingbird Blue Carbon. En contrepartie, vous obtiendrez un paiement des intérêts, un remboursement du capital à date fixée.
Le taux d'intérêt moyen de ce qu'on propose aujourd'hui chez Enerfib va entre 5 et 8,5%. Et la durée du prêt va entre 1 à 5 ans en général. Aujourd'hui, c'est à peu près ce qu'on propose en moyenne. On a aussi développé un marché secondaire aujourd'hui sur la plateforme qui rendra la possibilité qui vous permettra de revendre les obligations avec d'autres personnes. En fait, c'est un échange qui peut se faire. Pauline, tu peux peut-être en dire un petit peu plus là-dessus. Oui, c'est simplement apporter de la liquidité à vos investissements. Théoriquement, vous ne pouvez pas récupérer votre capital avant la fin des 3 ans. Il se trouve que nous, on propose on vous propose une plateforme qui permet de vendre vos obligations à d'autres personnes qui souhaitent les acheter. Et donc, ça apporte de la liquidité. On s'occupe de toute la partie paperasse qui est un peu lourde. Vous avez à signer. Bon, après, nous, on ne rentre pas en jeu dans l'histoire. On vous met simplement en relation, en fait. Donc, vous proposez vos titres à la vente, d'autres personnes proposent de les acheter. Vous décidez entre vous à quel prix, sous quelle forme, etc. Et nous, ensuite, on vous met simplement à votre disposition les papiers à signer et les transferts d'argent pour s'assurer que vous êtes payé. On n'est absolument pas partie prenante dans ces ventes et ces achats, mais c'est une nouveauté. Enfin, ça fait quelques mois maintenant que c'est en ligne. C'est encore en version bêta. Il y a plein de choses à améliorer, mais ça marche bien et ça a beaucoup de succès. Je vois beaucoup de questions sur les risques, sur le type de remboursement, la capacité de remboursement. Je pense que c'est vraiment très important. Donc, on y reviendra après, Anaïs, si tu veux bien, au moment des questions-réponses. On essaie juste de finir, mais vous verrez, il n'y a pas grand-chose là. On a quasiment fini, mais on va y revenir. Je pense que ça aussi, vous le savez faire, mais comment on fait pour investir si demain vous êtes emballé par l'idée et que vous avez envie de participer, dont je ne doute pas. Vous allez soit vous connecter si vous êtes déjà inscrit chez nous, soit cliquer sur ouvrir un compte. Dans ces cas-là, répondre à un questionnaire, télécharger les documents d'identité pour qu'on s'assure que vous êtes bien qui vous dites être. Et ensuite, vous pourrez faire votre investissement en ligne de manière assez simple. Pour info, j'en profite, le questionnaire va changer d'ici 15 jours, je pense, quelque chose comme ça, à cause, je ne vais pas dire grâce parce que c'est l'enfer, mais à cause de notre du nouvel agrément européen. Donc, quand vous vous connecterez, il est possible qu'on vous demande de répondre au nouveau questionnaire. C'est pas encore en ligne, mais donc pour demain, vous êtes tranquille. Mais au moins, vous savez que ça va arriver en attendant. Ensuite, vous allez récupérer vos intérêts, évidemment, tous les ans, comme vous l'a dit Maëva. On va vous les verser net d'impôts, ce qui veut dire qu'on aura prélevé à la source les impôts et que donc votre déclaration d'impôt sera pré-remplie. Les impôts correspondent à 30% des intérêts, on ne parle pas du tout du capital, bien sûr. Dans ces 30%, vous avez 17,2% de prélèvements sociaux auxquels personne ne coupe, tout le monde paye. Et puis un 12,8% de prélèvements forfaitaires libératoires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 12,8, c'est un maximum, que si par exemple vous êtes non imposable, vous ne payez pas d'impôt sur le revenu, vous ne payez que les prélèvements sociaux. Par contre, si vous êtes imposable, eh bien là, vous allez payer soit votre taux réel s'il est inférieur à 12,8, soit s'il est supérieur à 12,8, 12,8, c'est le maximum. Donc au pire, c'est 30% d'impôt. Au mieux, c'est 17,2 selon votre niveau d'imposition. J'espère que c'est clair. Normalement, on en parle souvent. Normalement, ça devrait être assez facile. Ensuite, oui, dernière chose. Alors, la team s'agrandit. Le service client, on l'appelle plus comme ça. Il faut changer. Relation investisseur est à votre disposition et à votre service. Vous passez un coup de fil ou vous envoyez un mail. Et vous avez une conseillère dédiée, je le féminise parce que de toute manière, il n'y a pas de garçon. Vous avez une conseillère dédiée, vous pourrez lui poser toutes les questions que vous voulez. Et si elle n'est pas là, les autres prennent le relais. Donc, n'hésitez surtout pas à nous envoyer un petit mail ou à nous appeler, ça nous fait plaisir.
Et on va moderniser un peu ces photos parce que bon, il va falloir utiliser les récentes. On a vieilli depuis. Voilà. Alors, ce que je vous propose, c'est de répondre un peu aux questions. Maëva, tu les as recensées un petit peu pour que... Parce que moi, du coup, je les ai pas lues encore. Pas toutes. Ah, on t'entend pas, t'as ton micro qui est coupé. On peut peut-être démarrer par une question pratique sur la plantation de la mangrove, pour le coup. Effectivement, on nous indique que la plantation d'une mangrove ne se fait pas en un jour. Combien de temps il faut pour avoir un environnement qui permet de dire que la mangrove est en mesure de se développer? Anaïs, tu as certainement la réponse. En fait, déjà, notre projet, il se fait sur des zones qui étaient anciennement mangroves. Donc, en fait, c'est très différent d'implanter une nouvelle mangrove ou d'étendre des zones existantes. C'est plus simple. Donc, nous, on est dans ce deuxième cas de figure. Donc, en fait, on fait du reboisement sur des zones qui étaient anciennement mangroves. Et c'est vrai qu'en général, on essaye de maximiser le succès de la plantation en plantant plutôt par l'arrière plutôt que le front de mer. Parce qu'on voit que démarrer une mangrove sur une plage, c'est quand même très, très impossible. Donc, dans ce cas-là, on est vraiment sur des zones qui étaient anciennement mangroves, ne le sont plus. Et donc, on essaye de se mettre dans des conditions les plus favorables. Et après, le rythme de plantation dépend vraiment de l'organisation et la coordination qu'on va mettre derrière. Donc, les équipes, les planteurs, combien de personnes, les nurseries. C'est de la logistique très simple et complexe à la fois, mais en tout cas, il n'y a pas de barrière majeure à la plantation. Et au Kenya, particularité, c'est aussi lié à la saison des pluies. On ne plante pas quand c'est en sécheresse, en fait. Donc, on attend d'avoir de la pluie et qu'il y ait de l'humidité suffisante. Donc, ce qui fait qu'on peut planter une grande partie de l'année, mais il y a des mois où on ne peut pas. Voilà. Okay. Très bien. Je pense que ça répond pleinement à la question. Merci Anaïs. On a une question aussi sur Hummingbirds en tant que société. Donc c'est le premier projet, hein, Anaïs, tu l'as dit tout à l'heure. C'est aussi du coup le premier projet avec du crowdfunding. Qu'est-ce que représente cette part de crowdfunding dans le projet Paparico globalement? Alors, c'est le premier projet, c'est pas vraiment le premier projet. Disons que c'est le premier qu'on met sur du financement participatif. C'est ça. Mais en fait, on a 10 projets en cours et on en a, dans ces 10 projets, on en a plusieurs qui sont aussi en investissement, donc qui sont pas encore démarrés, mais sur le point de démarrer, que vous verrez peut-être dans les mois à venir d'ailleurs sur Enerfip. Mais en tout cas, c'est pas le seul dans ce cas-là. Et pour le reste, c'est vrai que les projets sont en cours et n'ont pas été financés par Enerfip, mais c'était pas de l'investissement, c'était du développement de projet. Donc, bon, ça c'est pour l'historique. En effet, la société est jeune, elle a 1 an. Mais par ailleurs, moi, ça fait plusieurs années que je fais ça. Je faisais exactement la même chose ailleurs dans une structure beaucoup plus grosse et corporate. Donc, voilà, j'ai déjà mené à bien plusieurs types de projets de ce type-là. Donc, le financement représente la majorité du besoin sur ce projet-là. Enfin, c'est pas 100%, mais presque sur Paparico. Donc, le crowdfunding représente 90% du besoin du cash flow du projet. Et je réponds aussi peut-être à la question d'après que j'ai vu. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de questions sur les crédits carbone. C'est vrai que c'est un marché qui est nouveau, qui suscite beaucoup de questions. Donc, aujourd'hui, on n'a pas d'acheteurs sécurisés parce qu'aussi le projet est assez jeune et donc en fait, il faut attendre d'avoir déjà avancer, démarrer les plantations et finaliser l'enregistrement du standard pour pouvoir les vendre. Mais on aura notre première livraison en 2025. Donc, comme je disais, l'idée, c'est vraiment de l'année prochaine de travailler sur ces ventes qui peuvent se faire soit au détail, soit on va dire en retail, enfin pas en retail, en wholesale, donc en bulk. Pardon, je cherche mes mots, mais oui, je travaille beaucoup en anglais. Oui, donc en fait, par rapport avec des entreprises, soit des entreprises qui cherchent des projets de qualité pour compenser, soit aussi, il y a aussi une autre typologie d'acteurs et peut-être ça répond à une autre question aussi qui est le refinancement, parce que les projets durent 25 ans, les obligations durent 3 ans. Et donc pour nous, l'idée, c'est d'avoir 3 ans maximum pour se refinancer via des fonds d'investissement qui sont tous en recherche de projets qui sont déjà enregistrés. Donc aujourd'hui, ces fonds-là ne vont pas aller financer Paparico, mais dans 1 an, oui. Et à ce moment-là, ils sont très friands de ce type de projet. Et donc, ils vont pouvoir venir refinancer, racheter les projets ou les droits au carbone. Donc, c'est la façon dont, c'est notre prévision à nous
pour faire du coup générer des revenus et donc rembourser les obligations. Alors, en complément à ce que tu dis, Anaïs, c'est que ce marché était, la connaissance du marché était aussi nouvelle chez nous, et on a poussé un petit peu notre audit, on a axé notre audit en tout cas du projet sur cet aspect-là. C'est en partie pour ça qu'on a mis ce taux en face, qu'on a aussi souhaité mettre en place le nantissement. Et j'en profite pour apporter une petite correction à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que le nantissement ne rend pas propriétaire des titres, contrairement à ce que j'ai dit. Il permet juste d'avoir un droit d'exécution forcée, comme je le disais, de la vente des actifs, par exemple. Mais en tout cas, sachez que les audits ont été poussés à ce niveau-là, et la vente du crédit carbone, en tout cas, est un marché qui est en plein développement, auquel on a pleinement confiance. J'ai vu aussi une petite référence au Guardian, si je peux me permettre de répondre. Je pense que cet article a secoué beaucoup le secteur, mais moi, je vois ça de façon positive. C'est un secteur auquel personne s'intéressait il y a 3 ans. Aujourd'hui, tout le monde en parle, donc forcément, ça amène beaucoup de lumière sur des projets qui valaient rien, avec des crédits carbone qui valaient 1 $, et avec 1 $, on ne fait pas un bon projet. Donc ça, c'est pas un scoop. Et donc moi, je le vois de façon plutôt saine. Ça nous oblige tous à faire de la qualité, et nous, c'est ce qu'on fait. Enfin, on est vraiment là pour accompagner les projets. On va les voir, on reste impliqué, et donc dans un standard, on peut choisir des choses de plus ou moins, on va dire, on peut faire du high quality ou du low quality, et donc c'est notre marque de fabrique aussi, notre connaissance du secteur et notre expertise, que de faire de la haute qualité dans les projets, qui sont pour moi absolument complètement nécessaires. Aujourd'hui, on ne peut pas se passer de la compensation carbone, parce que personne ne sait faire du zéro, hein. On sait faire un peu du net zéro, et encore, mais ce n'est pas l'un contre l'autre. C'est-à-dire que la priorité, c'est de faire tout à la fois. Il faut décarboner massivement, il faut éviter, il faut réduire, et il faut aussi, si on n'aime pas le mot compenser, on peut dire contribuer, parce que ces écosystèmes, en fait, ils émettent énormément de CO2 si on les détruit, et donc il faut arrêter ça, parce que sinon, tout ce qu'on fait à côté n'a pas de sens. Donc voilà, je pense que c'est vraiment une vision inclusive de c'est pas ça ou ça, il n'y a pas les gentils, les méchants, enfin, c'est beaucoup plus complexe que ça dans la réalité. Et quand on va voir ces projets et qu'on les voit sur le terrain et qu'on voit une forêt qui est là et qui aurait disparu autrement, on peut se dire que quand même, il y a de la nuance. Il faut avoir de la nuance dans ce que dit le Guardian. Et oui, il y a eu des mauvais projets, mais il y en a eu énormément de projets qui étaient excellents. Donc, voilà, c'est un peu, les généralités sont des fois un petit peu des raccourcis qui sont pas très... ça sert pas forcément le secteur. Mais en tout cas, moi, je trouve ça très bien. Ça apporte de la transparence, ça apporte de la lumière sur ces choses-là. Et maintenant, on est obligé de faire des projets de haute qualité. Voilà. Merci, Elena. Je pense que vous avez votre réponse. C'est super. Maëva, tu as vu d'autres questions? J'ai l'impression qu'on commence à avoir fait le tour. Il y a Antoine qui demande quel est le montant d'equity du projet et les actionnaires, là où les actionnaires, qui sont les actionnaires. De Hummingbird? Non, ouais. Non, la question. De Paparico. Pardon. Donc le projet Paparico appartient à Vlinder, donc le développeur autrichien, qui est enregistré comme project proponent au niveau du standard. Donc c'est eux qui récupèrent. Ça veut dire quoi, project proponent, pardon? Ouais, pardon. Ouais. Ça veut dire que c'est le propriétaire du projet. Voilà, c'est chez lui qu'arrive sur le registre, et ensuite lui il distribue 50% à la communauté locale, 50% à Hummingbirds. Voilà, donc c'est comme ça que, on va dire, il est structuré d'un point de vue de la propriété des crédits. Et donc, c'est Vlinder qui a l'accord aussi sur le foncier. Donc, il y a un accord qui est signé avec l'autorité kenyane sur l'utilisation du foncier. Et donc, dans le cadre des 50% qui vont aux communautés locales, c'est aussi encadré par des accords avec les communautés qui sont organisées. Et donc, voilà, c'est la structure qui est très importante, parce que sans cette transparence, on a du mal à avoir un projet solide. Et il faut qu'elle soit, en fait, c'est ce qu'on appelle le mécanisme de partage de la valeur, le benefit sharing. Il est discuté bien en amont, et il est entériné avec tous les participants, les parties prenantes, en amont du démarrage du projet, pour que derrière, il y ait une gouvernance saine et qu'on n'ait pas de problème au long cours sur le projet. Eh ben moi, ça me semble pas mal. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on a eu quand même plein de questions. Waouh, bravo. Merci beaucoup pour votre engouement pour ce projet, parce que c'est important qu'on ait ces questions-là pour aller un peu plus loin.
Je pense que ça fait 45 minutes, à moins qu'il y ait une question dernière qu'on n'ait pas vue, mais bravo en tout cas. Et puis, ça ouvre demain à 12h30, donc surtout, n'hésitez pas, lancez-vous et puis appelez le service client si vous avez des questions ou envoyez-nous un mail. Mais voilà, le replay sera disponible et puis j'espère qu'on est allé loin dans vos questions et dans votre compréhension des carbones et des mangroves. C'est des sujets qu'on n'aborde pas souvent chez nous, c'est vraiment sympa. Merci en tout cas beaucoup Anaïs pour ton aide. Merci à Ce vous. beau projet, bravo. Et puis à bientôt tout le monde, j'espère que ça vous a intéressé, qu'on a été clair, parce que c'est quand même pas des sujets simples. Et puis on vous souhaite une très très bonne soirée. Et puis à demain 12h30 du coup, hein, on compte sur vous. Merci Maëva. Merci. Bonne soirée à tous. Merci. Au À revoir. bientôt, bonne Au soirée. revoir. Au revoir. Au revoir.